On va pouvoir commencer. Bonjour. Donc, je vais juste commencer par me présenter. Ce slide il est superbe, il est le plus simple à faire, mais il sert à rien. Donc moi je suis Seven Lemel, je travaille pour la société Whiskel. Là je vous ai mis un petit florilège de ce que j'aime faire, ce que je fais aujourd'hui en termes de techno. Donc je suis certifié sur Google Cloud Platform. Je travaille beaucoup avec AWS aujourd'hui en mission chez Canal+. Je suis un des early adopters d'Elasticsearch, ça fait quelques années déjà que je l'utilise beaucoup. J'étais Java, j'ai passé 10 ans à faire du dev en Java. Maintenant, je fais plus du Python, du fait qu'on tourne plus sur du cloud et sur de l'automatisation et que ça se fait moins en Java aujourd'hui. Je suis aussi auteur d'un petit projet open source qui s'appelle Selma, qui fait du mapping de bin en Java. C'est un annotation processor, donc ça vous génère le code à la compilation, ce qui fait que on a un mapping de bin super performant. Et accessoirement, évidemment, je fais un peu de SoulStack qui est lié au sujet de cette presse, de Docker, et je l'ai déjà dit, je travaille pour Whiskel. Donc Whiskel, c'est quoi? C'est une petite société qui a été créée l'année dernière, donc on a un an, qui fait partie de l'alliance Xebia. Et nous, on se spécialise dans le conseil cloud. Donc on essaye d'aider les entreprises à aller vers le cloud, à mettre en place la culture et l'automatisation qui vont avec. Vous pouvez nous suivre sur Twitter via YesWhiskel et vous pouvez nous retrouver sur le blog. On a un blog sur lequel on essaye de publier régulièrement des articles techniques et plus orientés culture. Rentrons dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet, c'est en fait un Rex et une présentation en démo de ce que on a mis en place dans mon équipe. Donc, je travaille côté Ops chez Canal+, sur un projet qui s'appelle Dropship+, d'où le vaisseau spatial Dropship. C'est un projet qui se charge d'automatiser l'infrastructure, donc ça veut dire créer des instances, créer du réseau, créer des instances donc AWS, du VMware, voire même du bare metal, on va le voir après, et assurer le déploiement. Donc déploiement, ça veut dire aller provisionner les systèmes et faire du déploiement applicatif. Donc comment ça marche? Dropship, c'est simple. On a un fichier YAML qui est descriptif de notre infrastructure. On va l'injecter dans un script, dans un outil Python qui est développé qui s'appelle Dropship. Et celui-là va être capable de gérer la création des VPC sur AWS, des instances EC2 et des services de plus haut niveau type load balancer, autoscaling group et consorts. On gère aussi la création d'instances sur VMware. Et enfin, on gère le provisioning de serveurs Cobbler qui vont aller, je ne sais pas si vous connaissez tous Cobbler, c'est du boot PXE, ça veut dire aller au démarrage des machines sur un réseau physique, récupérer les ISO qu'il faut télécharger et installer sur la machine, de façon à ce que quand on va racker un serveur, il va s'installer automatiquement. Donc pourquoi on fait ça? Parce que sur AWS, évidemment, il y a déjà des outils d'optimisation, d'automatisation, pardon. Mais le but de Canal+, c'est de pouvoir automatiser son infrastructure tant sur AWS que sur ses data centers en privé. Et c'est pour ça qu'on a un support sur des serveurs physiques et sur du VMware. Donc ça, c'est pour la partie infrastructure. Vraiment création au sens entre guillemets physique, parce que c'est plutôt du virtualisé. Et derrière cette partie-là, on a SoulStack, qui est un outil de gestion de conf. Est-ce que des gens dans la salle connaissent SoulStack? Vous pouvez là-bas? Ok, très peu. Donc SoulStack, c'est un outil de gestion de conf qui est notamment utilisé par Google pour automatiser le provisioning de Container Engine. Ça a été leur gros fait d'armes. C'est de la même génération que Ansible. C'est aussi développé en Python et ça repose sur le même principe d'utiliser du YAML en fait pour aller décrire le provisioning qu'on utilise. Les principes sont à peu près les mêmes que ce qu'on va pouvoir trouver sur du Puppet ou du Chef. J'imagine que vous êtes un peu plus à l'aise sur du Puppet. Vous pouvez lever la main, juste pour situer. D'accord, merci. Donc on a un Saltmaster qui est un serveur central qui va héberger les sources et qui va être capable d'adresser des minions sur lesquels on a un agent qui tourne qui vont réaliser le provisioning à proprement parler de nos systèmes.
Et à chaque fois, en fait, on est basé sur le rôle, ce qui veut dire que dans notre infrastructure, une machine est décrite par son rôle. Donc on va dire, j'ai un rôle Redis, et ben, avec SoulStack, on va dire juste la spécialisation de cette machine, c'est Redis, et du coup, on va dérouler tout le provisioning d'une machine Redis dessus. C'est vrai aussi pour du serveur web ou du load balancer, par exemple. Alors, pour quelques stats, juste pour vous situer, on est, en fait, l'équipe gère aujourd'hui environ 200 instances sur AWS, 50 instances en VMware et 50 serveurs physiques. Et ça représente, en termes de rôle d'infrastructure, on a en gros une trentaine de rôles d'infrastructure parce qu'on continue à développer des rôles assez régulièrement. Et ça représente 300 fichiers sources. Je l'ai déjà dit dans d'autres présentations, mais pour moi aujourd'hui le métier d'Ops, il doit venir vers le développement. C'est-à-dire que quand on gère une infrastructure et quand justement on doit gérer un provisioning, aujourd'hui ça devient du développement. Et là, c'en est une bonne illustration parce qu'en fait, derrière mon infrastructure, elle est décrite par 300 fichiers sources. Et quand je suis arrivé dans cette mission, en fait, on avait une question sur les tests. Parce qu'en fait, les tests, il n'y en avait pas. Les seuls tests qu'on pouvait faire, c'était plutôt faire du déploiement continu, ce qui peut être une bonne chose. Il y a certains développeurs dans la salle qui connaissent un peu le problème. Et donc le déploiement continu, c'est très sympa, mais de temps en temps, ça marche bien, on prend le truc, ok, aucun souci, le développeur est content. Et malheureusement, de temps en temps, on a un développeur qui vient et qui nous dit bah non, ça va pas, il y a une régression. Et ça, sur le projet, on en avait beaucoup, lié au fait, je pense, qu'on n'avait pas suffisamment de tests. Et en développement, quand on développe du provisioning system, on doit aller booter la machine, lancer le provisioning bout en bout. Éventuellement, on est toujours des crados, donc on va commencer à faire quelque chose, aller modifier des trucs à la main, finalement les rapatrier dans les sources, et donc on va devoir redémarrer sur un déploiement bout en bout. Donc à chaque fois, en fait, au départ, on était beaucoup plus sur AWS. Ça représentait 2 à 3 minutes déjà de reboot de la machine, puis provisioning. Donc il y a une perte de temps énorme en fait. Donc ça, c'était un vrai problème. Et du coup, on a essayé de trouver des solutions qui permettent, de mettre en place des tests pour notre gestion de configuration, et deux, de nous permettre de développer correctement. Alors, tester la gestion de conf, c'est une vraie question. Il y a des outils qui existent. Je sais que Kitchen, par exemple, existe avec ServerSpec. Le problème qui vient avec Kitchen pour nous, c'est que Kitchen, c'est une solution très Ruby, même complètement Ruby. Et on est dans une équipe de personnes qui ne sont pas avec une vocation de développeurs, qui viennent petit à petit au développement par le Python. C'est quand même une population d'ops au départ. Donc le Python est plus simple à prendre en main pour des ops. Et il s'agissait surtout de ne pas mettre en place des nouveaux outils. Essayons de rester centralisés sur ce qu'on a déjà en place. Donc on préférait essayer de rester sur nos solutions. Et tester de la gestion de conf, en fait, c'est sympa parce que la gestion de conf, finalement, c'est quelque chose de très mature aujourd'hui. Si on parle de Puppet ou de Chef, SoulStack, c'est un peu le cas aussi, pour moi, c'est un peu un éléphant. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très stable, qui va très bien, sur lequel on va pouvoir faire des choses formidables. Par contre, en fait, on travaille avec, et c'est ce qui correspond au petit ballon que vous avez en bas. Et c'est là que même un éléphant qui est très stable, il peut se casser la gueule, quoi. Alors, je vais essayer de tirer le truc. En général, la gestion de conf, c'est construit par plein de petits modules, donc, que j'ai représentés par des cartes ici. Ces petits modules, ils sont très stables. Par exemple, aller installer un package système. Ok, c'est très facile, il n'y a aucun souci. Aller démarrer un service système. Pareil. Chacun de ces petits modules fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. J'imagine que vous me voyez venir là. Bon, quand on fait de la gestion de conf, en fait, on développe avec ces outils-là et on construit finalement un espèce de château de cartes. Donc pris séparément, tout va bien, mais quand on commence à construire un provisioning bout en bout d'un système, là, on a des gros risques. On a des régressions qui sont possibles à tous les niveaux. Et donc, il faut qu'on soit capable de se protéger de ces choses-là.
Alors l'idée qu'on a eue, plutôt que de reposer sur les outils dont j'ai parlé comme Kitchen, ça a été d'aller chercher à utiliser notre gestion de conf, puisqu'on en a déjà une, pour faire nos tests. Donc d'avoir la partie provisioning, hein, qui est de toute façon celle qu'on utilise tout le temps. Sachant que, pour moi, le provisioning, ça veut dire, ok, bout en bout, mes recettes chef, ou mes recettes, en l'occurrence mes states sur Salt, fonctionnent bien. Mon moteur de gestion de conf va me dire, ça fonctionne bien. Mais le fait que le provisioning se soit bien passé ne veut pas dire que ça fonctionne. Du coup, on va rajouter juste des assertions pour aller vérifier que ce qu'on a provisionné, typiquement j'ai un rôle Redis, ok, mon provisioning fonctionne, j'ai réussi par exemple, admettons, à installer le package. Est-ce que ça veut dire que pour autant, mon Redis il est correctement configuré, que je vais pouvoir utiliser la base de données, qu'il est en écoute sur le port que j'ai défini? Toutes ces problématiques-là, elles sont fatalement pas adressées en fait. Donc l'idée c'est d'aller faire une première passe de provisioning, puis d'aller appliquer des tests qui nous permettent de vérifier que tout s'est bien passé et que effectivement mon système est fonctionnel à la fin. Alors, on s'est posé la question de l'infrastructure. Ce qui est bien avec Dropship, c'est que on est capable de travailler sur à peu près n'importe quelle infrastructure, puisqu'on fait du serveur physique, de l'AWS, du VMware, et du coup on s'est dit on pourrait aussi regarder Vagrant parce qu'en développement ça peut être sympa. Il y a une certaine partie des gens qui travaillent sous Mac, typiquement moi, et ça correspond à un bon usage. Le problème avec tous ces outils-là, c'est qu'on re-rentre en fait dans la même problématique, c'est que le round trip de démarrage, de réapplication, il est très long. Pour faire du test en continu, l'idée finale, c'est quand même d'avoir un build wall Jenkins qui nous permette de tester en permanence l'ensemble de notre gestion de configuration. Et ça, avec ces infrastructures-là, c'est possible, mais ça va prendre des heures. Et du coup, on n'aura pas un feedback correct. Et en développement, je ne vous en parle pas. Je peux rajouter aussi le fait que sur AWS, quand on lance une machine, on paye 1 heure. Donc si on veut tester 30 rôles d'infrastructure en continu sur une cinquantaine de builds dans la journée, ça va commencer à chiffrer. C'est pas forcément hyper impactant, mais malgré tout, c'est quelque chose. Ça a été un des drivers. Du coup, on s'est dit, non, tout ça, ça va pas. On va essayer de trouver autre chose. Et c'est là qu'on s'est dit, on va essayer avec Docker. Pourquoi pas? L'idée étant du coup de lancer une image Docker sur notre système de base, de lui appliquer le provisioning. Alors pour ceux qui connaissent un peu Docker, c'est complètement un contresens de ce qu'on devrait faire en Docker, hein. C'est un contre-usage, mais en même temps, il nous correspond bien. Et avec Docker, du coup, de pouvoir lancer très rapidement nos machines, puisque là, pour le coup, lancer une machine, une image Docker, c'est très très rapide. On a 0 surcoût, puisqu'en fait, on a une machine qui est dédiée à ça. On a la possibilité de scaler, puisque du coup, on pourrait avoir plusieurs machines qui s'assurent de faire du build. Donc, on y voyait beaucoup d'avantages. Notre base de travail, ça a été du coup de faire... on travaille sur CentOS chez Canal+, en règle générale, il y a aussi des Red Hat. Donc on prend l'image de base CentOS et on va y installer systemd sur un Salt Minion, parce que on fait du provisioning système et qu'en gros, on déploie des services. Ces services, ils ont besoin de tourner, et si on n'a pas de systemd, ça ne peut pas fonctionner. Tout le monde connaît systemd ou pas? Ok. Systemd, c'est la gestion du démarrage sous Linux, juste pour information. Et donc, Docker, systemd, c'est pas une histoire d'amour, quoi. Surtout quand on veut faire tourner en fait un systemd dans le Docker. On verra plus tard, mais ça a été vraiment très 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 compliqué. Par contre, on a aussi créé une image Saltmaster, et pour cette image-là, on est complètement sur un processus unique Saltmaster qui tourne à l'intérieur. L'idée, c'est pas du tout de provisionner un Saltmaster, puisque en fait, il n'y a aucune raison. L'idée, c'est juste de pouvoir l'utiliser pour être le plus proche possible de notre production. Donc, on a commencé à construire un framework de test. L'idée, c'est qu'on a un rôle applicatif
on a un rôle pardon, par serveur. Donc on va créer un répertoire qui sera nommé par le rôle qu'on veut tester. Et alors il y a deux fichiers, c'est du YAML, je vous l'ai déjà dit, puisque c'est du Salt, mais c'est applicable ailleurs, hein. Donc on va les mettre dans les sources de notre gestion de configuration, dans un répertoire de tests particulier prévu à cet effet. Et on va créer un fichier grain. Le fichier grain, c'est le fichier qui, dans Salt, va faire la spécialisation de notre machine. C'est dans ce fichier-là qu'on va dire quel rôle je veux déployer. Et on va rajouter un fichier d'assertion qui, là, correspond complètement à du code de gestion de conf Salt, en l'occurrence, et qui va, en fait, après le provisioning, être appliqué sur la machine de façon à vérifier que l'ensemble de mon système est fonctionnel comme je l'attends. Une fois qu'on a ce petit répertoire, on avait commencé par un script shell. Un petit script shell qui lance un Docker run sur un Salt mignon, dans lequel on injecte la config de Salt. Il y a une config de base à avoir, il faut la monter. C'est des volumes, c'est pour ça que je l'ai mis sous forme de disque. De façon à ce que ça soit portable, on a préféré faire des volumes. On injecte le grain du mignon qui vient du rôle, et ensuite on va monter les sources Salt, ce qui va nous permettre ensuite d'appliquer le state.iState, c'est juste l'appliquer le provisioning bout en bout de la machine. C'est un puppet apply, par exemple, où ça correspond à l'ensemble d'un playbook qu'on voudrait jouer en Ansible. Si tout s'est bien passé, on va aller exécuter de la même façon, mais là cette fois-ci unitairement, le fichier d'assertion de code de gestion de conf sur le mignon, de façon à vérifier que ça s'est bien passé. Et là, on a fini le boulot. Par contre, le script shell, c'est bien, mais pour du test, c'est pas super. On n'a pas de suivi d'historique, on a un mauvais reporting, c'est assez difficile à maintenir, même s'il y a a priori peu d'évolution. Il y a un truc qu'on doit faire avec notre framework de test, c'est d'aller valider correctement que l'application des states est bonne. Et pour ça, on est obligé de parser l'output d'application de notre configuration. Du coup, on a décidé de migrer vers Python, assez naturel pour une équipe qui travaille en Python. Donc notre framework de test, c'est devenu ça. Toujours le même rôle, le fichier d'assertion, les grains. Et cette fois-ci, on a utilisé donc, un script Python qui est écrit en nosetest. L'avantage de nosetest, c'est qu'il a une syntaxe de générateur. Donc avec nosetest, je vais être capable de faire, en gros, d'aller récupérer l'ensemble de mes répertoires de rôles et de générer un test unitaire pour chacun d'eux. Et du coup, une fois que j'ai généré mon test unitaire pour chacun d'eux, je vais exécuter exactement la même chose. Sur mon Salt mignon, je le lance, ensuite je fais mon iState, donc mon provisioning bout en bout, et je vais terminer par la vérification de mes assertions. Et donc à chaque fois, je vais cette fois-ci avoir des vraies assertions Python qui vont me permettre d'avoir un reporting clair et net dans mon exécution de test unitaire. Et là, du coup, j'ai un rapport de test unitaire que je vais pouvoir historiser, vérifier, suivre correctement. Il y a un autre avantage, c'est que ça nous permet de paralléliser les builds. Puisque du coup, Nose est capable d'exécuter les applications de configuration en parallèle. Et puisqu'on est sur du Docker, on n'a aucun souci à mettre plusieurs workers pour exécuter, disons, trois provisionnings en parallèle. C'est bien, mais c'est encore trop éloigné de la réalité. Parce que je vous le rappelle, nous on est en fonctionnement avec un master, donc un serveur central qui nous permet de gérer le provisioning, et on les applique toujours à partir du serveur central et pas à partir des minions directement. Du coup, on a dû aller choisir plutôt de mettre en place cette architecture qui est le master et le mignon. Ou alors là, cette fois-ci, on va lancer d'abord notre Salt Master en lui montant les sources Salt. On injecte de la même façon, ça, il n'y a pas de modification sur l'histoire. L'avantage, c'est que comme on est en Python, je fais un add before test et puis je spawn mon master avant le test et je peux le shooter après le test. Donc quand on fait notre test, après, on lance notre mignon avec la conf de grain spécialisée. Et ensuite, cette fois-ci, on va appliquer le provisioning directement via le master. Alors, pour la petite histoire, la liaison entre le Salt Master et le Salt Mignon, puisqu'on est en Docker 1.10,
on fait juste un docker inspect pour récupérer l'IP de la machine et on injecte l'IP du master directement dans le mignon dans sa configuration. On n'a pas utilisé de link ou de choses comme ça. Une fois qu'on a exécuté notre iState, pareil, on passe à l'assertion. Cette fois-ci, ça descend vers le mignon. Et là, on a encore notre rapport de test. Alors, l'idée finale, c'est quand même d'être capable de faire du TDD. Qu'on soit en vagrant ou en local avec une machine Linux qui a un démon Docker, c'est assez simple. On a la possibilité maintenant d'écrire nos rôles d'infrastructure quand on veut aller créer un nouveau rôle. On va commencer par créer notre test avec quelques assertions qui y correspondent. Et la spécialisation, ça nous permet d'avoir une vision rapide et une réflexion aussi sur ce qu'on va faire de la norme de spécialisation de notre machine. Donc, je vais lancer mes tests. Et évidemment, mes tests vont rater, hein, ça va foirer dans les grandes largeurs, puisque de toute façon, je n'ai pas implémenté mon rôle. Du coup, je vais pouvoir passer à la création du rôle d'infrastructure. Et là, donc, les states, c'est le fichier de base de Salt pour décrire le provisioning. Et je vais faire ça jusqu'à ce que mon test passe. Et puis après, je vais être capable d'enrichir mon provisioning de façon à, je sais pas, rajouter des modules qu'on voudrait développer. Ça me permet de me garantir, de me prémunir en permanence des régressions. Alors, je vais passer une petite démo. Vous pouvez, toutes les sources de cette démo sont disponibles sur le GitHub de Whiskel, sur le lien que vous avez ici. Il y a le script Python qui permet de faire la génération, il y a les images master et mignon, il suffit de lancer, de checkouter, faites un vagrant up et vous aurez tout sur place. Moi dans les faits j'ai déjà fait mon vagrant up, donc je vais vous montrer juste d'abord un petit peu de source. Donc le repo il a cette tête là, j'ai d'abord un répertoire Docker dans lequel j'ai créé en fait un répertoire pour le master, un répertoire pour le mignon. Donc il y a les Docker files, je peux juste vous montrer, je ne sais pas si c'est lisible, est-ce que c'est lisible? Ok. Je vais agrandir ça, voilà. Donc là c'est la construction du mignon Docker. Et là en fait il faut savoir que Docker par défaut dans les images on embarque fexsystemd. Évidemment, votre gestion de conf, elle va repérer que ce n'est pas un vrai systemd et du coup, elle va vous envoyer en l'air pour vous dire bah non, moi je ne gère pas les systèmes, je gère pas les services système avec fexsystemd. Donc quand vous allez demander à votre gestion de conf de démarrer un service, ça sera mort. Donc on remplace fexsystemd, ça c'est une ligne qui est parfaitement atroce mais que j'ai récupérée directement du repo CentOS. Ensuite, par contre, c'est là qu'on est rentré dans le dur. Ensuite, j'ai dû découvrir tous les outils qui me manquent pour faire fonctionner ma gestion de conf dans un Docker. En l'occurrence, on est sur des systèmes qui sont volontairement allégés, puisque dans Docker, ce qu'on veut au départ, normalement, c'est faire tourner uniquement un processus. Là, moi, je veux carrément faire tourner un provisioning complet bout en bout. Du coup, il manque plein de trucs. Et là, j'ai dû essayer plein de fois jusqu'à ce que je trouve la bonne combinaison de packages manquants. Il y a le petit trick qui était sympa, c'est celui-là, là, voilà. J'ai dû faire juste la création d'un fichier etc6stl parce que ma gestion de conf ne voulait pas démarrer si je ne l'en avais pas. Il est vide, il fait rien, de toute façon il sert à rien puisque quoi qu'il arrive, j'adresse pas le noyau. Mais c'était sympathique. Et puis il a fallu trouver aussi les volumes à monter parce que pour faire tourner systemd sur un Docker, on est obligé de monter le système de fichiers de systemd. Donc le CNAME systemd doit être monté dans le Docker. Et après, c'est rien d'autre. Mais du coup, on finit par avoir une machine qui démarre avec USR SBIN init, exactement comme le fait un système Linux standard. Et je vais pouvoir configurer dedans des services qui démarreront, qui s'arrêteront pour d'autres limitations, on les verra après.
Donc il y a un petit script qui vous permet de builder les images. Sur le master, c'est peut-être pas la peine parce que c'est juste l'installation d'un Salt Master. En l'occurrence, j'utilise le script de Bootstrap. Ce qui va nous intéresser, c'est les sources de la gestion de configuration. Donc, dans la gestion de configuration Salt, les sources sont dans des states, c'est comme ça. Et donc là, j'ai mon répertoire de tests qui va contenir un répertoire Redis. Donc mon but, c'est de déployer un Redis et d'aller vérifier qu'il fonctionne. Donc j'ai un fichier de grain qui spécialise ma machine dans lequel je dis juste va déployer un serveur Redis, ce qui est assez simple. On pourrait l'enrichir, mais en l'occurrence, il est assez simple. Et j'ai mes assertions. Alors mes assertions, elles vont d'abord aller récupérer le PID du serveur Redis. Je fais un petit pgrep, vous voyez là? Petit pgrep de Redis server. Ensuite, je vais aller vérifier que mon serveur Redis est bien en écoute sur le port qui est configuré dans la gestion de conf. Donc le pilar, c'est là où on va mettre des configurations globales pour nos systèmes. C'est vraiment de la configuration, c'est pas du code. Donc là, c'est ce qui représente la configuration du Redis que je veux déployer sur mon infrastructure. Donc je veux le mettre en écoute sur 0.0.0. Je veux le mettre en écoute sur le port 6397 et j'y injecte un password parce que je suis dégueulasse. Oui, parce qu'il est en clair. Donc voilà, du coup, ici, là, c'est juste du petit code qui me permet de récupérer cette configuration-là. Et je vais aller vérifier que via LSOLF, que je suis bien en écoute sur ce port-là, pour ce PID-là que je viens de récupérer, qui est le processus Redis. Et derrière, puisque je fais de la gestion de conf et que j'ai un module Redis, j'ai de la chance, je vais injecter directement une chaîne de caractères dans une base de données Redis pour vérifier que ça fonctionne. Et là, du coup, bout en bout, je sais que mon Redis tourne correctement et qu'en plus, je peux l'utiliser. Et l'avantage, c'est que comme on est dans de la gestion de conf, en fait, je pourrais aller beaucoup plus loin dans mes vérifications. Je ne suis pas vraiment limité. Donc ça, c'est pour le test. Si vous voulez voir la partie Python, attention, ça fait mal. Donc le test de base, en fait, c'est ça. On a juste un petit détail, c'est que si on veut être capable d'exécuter en fait, les tests séparément, on a fourni un petit paramètre via variable d'environnement de façon à dire quels rôles doivent être exécutés. Sachant que si ce paramètre n'est pas là, en fait, on fait en gros un ls sur le répertoire de test. Et pour chaque test, on fait un yield, qui est la syntaxe du générateur nose, et qui va du coup me générer un nouveau test unitaire à chaque fois. Donc là j'ai mon teardown qui à chaque fois c'est du exec, hein, c'est pas, je suis pas passé par les API REST de Docker. Puisque j'ai fait un portage d'un script shell, j'ai préféré rester sur les commandes Docker parce que je les maîtrise bien et parce que du coup c'est très facile à reproduire même à la main. Donc j'ai ensuite un petit lancement de mon master. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit le montage des sources Salt. Je le nomme systématiquement. Et là, je fais l'inspect dont je vous ai parlé tout à l'heure pour aller récupérer son IP. L'IP est là et je suis capable derrière de l'injecter en fait dans mes minions. Donc j'ai une partie setup qui génère un petit peu de fichiers de configuration dans lesquels j'injecte notamment l'IP de mon master. Hop, hop, hop. Alors là, c'est la partie validation de mes outputs. Puisque je lance des commandes, je dois valider en fait que ma commande salt est correctement passée. D'abord valider que le retour, la sortie est correcte. Et ensuite, je parse un petit peu. En fait, j'ai un job de parsing qui va me dire si mon application a fonctionné correctement ou pas. Et donc voilà mon code de test où je vais lancer le Docker. C'est là qu'on voit. Alors, je suis obligé de le passer en privileged pour pouvoir faire tourner systemd. Je monte les fichiers de conf et là, hop, j'ai la petite particularité, je monte le cgroup de façon à pouvoir faire tourner systemd à l'intérieur, sinon c'est impossible. Et là, on en parlera plus tard, mais il y a un montage du FSSE Linux, je vous en parlerai. Et ensuite, j'attends en fait juste que mon minion soit up via des commandes de ping.
je m'assure que tout le système est correct. Ici, je balance mon state iState, donc le provisioning complet. Et si ça s'est bien passé, je vais aller exécuter mon assertion. Et là, du coup, j'ai automatisé mon test, bout en bout. Alors l'avantage, c'est que c'est facilement intégrable. Du coup, là, je me suis fait, sur ma petite machine Vagrant, un Jenkins avec un job de construction des images. Sur le projet, en l'occurrence, les images, on les reconstruit tous les jours parce que CentOS met à jour de temps en temps systemd. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas remplacer le processus ancêtre d'un Docker. Donc quand on a une mise à jour de systemd, en fait, le test ne peut pas passer. Donc en l'occurrence, on build régulièrement pour pas avoir de problème. Et là, j'ai mon job de test d'intégration. Je vous montre juste la petite configuration, si j'y arrive. Voilà. Donc le GitHub. Je build toutes les 5 minutes en vérifiant. Et en fait, là, du coup, j'ai automatisé. Hein. C'est une ligne de commande nose. Je peux vous la montrer aussi ici. Nose. Le run all test, il est là. Voilà. Puisque je fais du Python, en fait, j'ai un petit setup de mon environnement virtualenv. Donc, je crée un virtualenv dans lequel je vais faire mes installations de dépendances via le fichier requirements. Et ensuite, je lance juste nose de façon à exécuter le test Python qui est découvert directement. Et du coup, le résultat, là je vais le lancer. Bon, alors, évidemment, celui-là, voilà, il fail complètement parce que j'ai pas de réseau. Je pense que c'est la meilleure explication. Ouais, voilà, j'arrive même pas à récupérer les sources. Dans les faits, j'avais prévu le coup, puisque du coup j'avais buildé déjà. Je vais vous montrer juste ce que ça donne. Donc, on a le lancement de la commande. On a ensuite les commandes Docker qui sont exécutées, de façon à pouvoir les reproduire à la main. Et là, j'ai le résultat directement de mon application de provisioning bout en bout du système. J'installe LSOF, j'installe SE Linux, j'installe Python parce que en fait, je veux faire tourner mes modules et du coup j'ai besoin de, comme Salt est développé en Python, j'ai besoin de certains modules Python. J'installe ici Redis, pkg install, parfait, tout se passe bien. Je change la configuration de mon Redis et je lance le service. Donc là, bout en bout, tout s'est bien passé. Derrière, je vais pouvoir passer aux assertions et je vais vérifier que mon Redis est bien en écoute sur le port qui est attendu et que j'arrive à injecter une commande dans ma base de données Redis. Et là, du coup, j'ai tout qui est passé, tout va bien, je suis formidable. Ça, aujourd'hui, voilà, du coup, là j'ai un historique. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul test, mais ça me permet derrière d'avoir un report lisible. Alors, il y a un petit truc, c'est que Jenkins lit pas les ANSI colors dans les outputs et du coup, il y a un tout petit souci avec ça. Oui, mais alors, d'ailleurs, on l'a vu, hein, là. Si je vais dans l'output de la console, je les ai les couleurs. Si elles y sont. Par contre, si je retourne juste dans le rapport de test JUnit, parce que du coup, nos tests, ça a le gros avantage aussi de me générer un rapport de test JUnit. Est-ce que je vais le trouver ouais, il était là. Voilà, là j'ai ma tendance, donc je vais sur mon rapport de test. Donc j'ai un rapport de test qui va me dire quel rôle a été exécuté, mais là par contre, c'est pas passé. C'est le petit défaut qu'on a encore. Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne. On a 25 rôles, donc sur 30 qui sont développés, on en a 25 qui sont couverts. On le build en continu. Et pour la petite histoire, typiquement, la semaine dernière, on a quelqu'un qui a fait un push un peu rapide sur le master. Le build wall est passé au rouge directement. On a identifié directement qui avait fait quelle était la source du problème, et on a pu le rattraper très rapidement avant que ça cause des régressions en production. Alors je vais revenir sur la presse. Il y a des limites à ça.
Alors d'abord, la première limite, c'est que on ne gère pas la configuration réseau. En Docker, on ne gère pas non plus le formatage des disques. Et dans les faits, nous, on doit faire du formatage de disques et de la configuration réseau. Alors, pour adresser cette problématique-là, on a juste dédié des machines sur lesquelles on fait le provisioning bas niveau, à savoir juste réseau et formatage de disques en permanence, de façon à valider bout en bout que ça fonctionne correctement. On a un problème avec SE Linux. SE Linux, ça ne fonctionne pas dans un Docker. On ne peut pas protéger un Docker avec du SE Linux. Donc là, c'était le petit trick que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'en fait, si on monte le 6FS SE Linux dans le Docker, bah, le Docker va être capable d'appliquer des règles SE Linux sur la machine hôte. Donc ça ne permet pas de faire une vérification du fait que les règles SE Linux sont correctes. Par contre, ça nous permet de passer le provisioning complet et de s'assurer qu'au moins la syntaxe est correcte. Et on a un dernier petit point, c'est l'aspect clustering, qui n'est pas vraiment un problème technique, parce que maintenant qu'on est en Docker, en fait, on peut très bien déployer des clusters. Mais aujourd'hui, on est sur des rôles unitaires, donc on déploie une machine bout en bout, seule. Si on fait du cluster Elasticsearch, par exemple, on ne va pas déployer 2 conteneurs Elasticsearch pour aller vérifier que le clustering fonctionne correctement. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire maintenant. D'autre part, on ne parallélise pas les builds sur plusieurs machines, mais ça c'est prévu de faire du swarm pour pouvoir le faire par la suite. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Bonjour. Alors, donc la question est, est-ce qu'à l'inverse, les développeurs ont utilisé ce genre d'outil? Alors, cette solution-là, elle a été présentée aux développeurs il y a quelques semaines et ils ont prévu dans leur backlog de mettre en place tous leurs tests pour ça. Donc d'aller l'utiliser, ouais. On a la volonté de partager ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez. Bon, si vous pouvez me retrouver. Oui, oui, je vois pas là. Je suis désolé, j'ai pas la lumière. Ah. Il se trouve que chez Canal+, il y avait déjà des équipes qui avaient utilisé Salt. Et en fait, il y a un aspect qui a été challengé. Moi, j'étais pas là quand le choix a été fait. C'est que il y a beaucoup de machines qui doivent être gérées à la fin avec Salt. Et donc, il y avait une problématique de performance sur laquelle apparemment Salt est plus mis en avant. Et surtout pour nous, un point qui est assez intéressant, c'est le fait d'avoir une architecture avec master. Plutôt que d'avoir à gérer une infrastructure de clés SSH très complexe, on s'est dit, bon bah voilà, avoir un master, ça nous permet d'aller adresser l'ensemble de nos machines facilement et très rapidement. Et c'est principalement ça l'axe de choix. Tout à fait, tout à fait. Mais sachant que maintenant, Salt fait du Salt SSH aussi, du coup, bon. Ouais, mais enfin moi je connais pas très bien Ansible, donc je pourrais pas répondre là-dessus. Il y avait d'autres questions? Bon, bah merci beaucoup.